Nous allons aborder la seconde enquête consacrée au mont Bucégy. Encore merci de l'accueil que vous nous avez fait après 2 ans d'absence. Vos commentaires nous ont touchés et nous encouragent à continuer. C'est avec un grand plaisir que je reviens accompagné du télépathe pour encore une fois vous livrer les secrets de ce lieu insolite, uniquement accessible en état élargi de conscience. Alors pour cette deuxième partie, le canal est de nouveau en transe. Et là on arrive encore devant l'entrée donc. Il entre à l'intérieur. Il voit que tout est immense. Les tables sont immenses, il est tout petit à côté. Alors évidemment il peut se grandir, mais en gardant ses proportions humaines, son corps éthérique, il n'arrive pas à avoir accès, même en levant ses bras bien hauts. Donc il a le sentiment que ce lieu est fait pour des êtres qui ont une taille de pas loin de 3 mètres. Donc je lui demande de capter l'information pour savoir qui étaient ces géants à l'époque. À quelle race ils appartiennent, qui sont-ils? C'était une époque où la pesanteur était bien moins présente sur Terre. Ils sont très proches de nous, leur constitution est très proche. C'est une race humanoïde comme nous. C'est leur camp principal où ils se réunissaient tous. Il y a aujourd'hui un village qui s'appelle Bozirou. À cet endroit, on peut trouver un cimetière de squelettes géants. Donc c'est strictement interdit d'aller fouiller là-bas. Les Américains font pression sur le gouvernement roumain pour ne pas tout divulguer. Il y a bien des squelettes géants à cet endroit. Il y a eu un massacre et ils ont été enterrés sur place. Ils mesuraient tous entre 2,20 m pour les plus petits, 2,80 m, 3 m pour les plus grands. La moyenne était d'environ 2,45 m, 2,50 m. Ils s'appellent les Amaoni, M-A-O-N-I. Est-ce que c'est eux qui ont construit ce lieu-là, cette base? Oui. Il y a combien de temps de cela? Plus de 50 000 ans. Et à quoi sert ce lieu? Qu'est-ce que c'est? À l'époque, c'était juste un lieu où ils se rassemblaient tous. Ils les voient autour d'un grand feu. Il y a des arbres immenses aussi, hein. Des arbres géants. Le mont Bucégy n'est pas tout à fait comme ça. Là, on dirait qu'il a été tout abîmé. Le sphinx n'était pas un sphinx. C'était beaucoup moins érodé que ça ne l'est aujourd'hui. Dans ce lieu, il a une sensation de bien-être. Il ressent cet endroit paisible, malgré tous les squelettes qui sont là. C'est comme s'il y avait toujours eu une paix, une bienveillance dans ce lieu. Et il sent aussi des crimes qui ont eu lieu ici. Donc je reviens au moment du massacre, donc je lui demande ce qu'il s'est passé à l'époque. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce massacre? Ces géants avec la source étaient en train de compiler la mémoire, pas que la mémoire de la Terre, mais de la mémoire de tout Gaïa. À l'époque, l'enclos n'était pas construit. Quand ils ont été massacrés, c'est suite à ça qu'ils ont fait notre terre, entre guillemets. Et avant ces géants, il y en avait qui étaient encore plus grands. Ils ont été massacrés parce qu'ils permettaient, ce qu'ils faisaient allait permettre au futur, aux gens du futur, de savoir la vérité
Donc je demande à qui appartiennent, à quelle race appartiennent les autres géants, là. Donc ceux encore plus grands, ceux avant. Donc ceux-là n'ont pas été massacrés. Ils sont hors de nos frontières de la Terre. Ils sont maintenant de l'autre côté du glacier, du côté du pôle sud. Ce sont des hyperboréens. Il n'y a pas eu réellement de massacre, il y a eu quelques morts. C'est donc les Amonis qui ont construit cette base. Donc je demande comment un scan a pu révéler ces deux grands blocs, donc en Irak et là en Roumanie. Explique-moi comment un scan fait par un ballon stratosphérique a pu révéler les deux grands blocs énergétiques, donc celui en Irak et au BUCG. Il y a un système, il y a des radiations qui ont fait que les photos à cet endroit, on voit plus de paysage quand ça photographiait, mais on voyait comme des rayons qui sortent du sol très puissants, bien blancs, voire un peu bleutés, qui sortent, et on voit que ça. Donc ça a vraiment une forme carrée en Irak, ici et au Pérou. Donc il y a eu 3 endroits qui sont sortis comme ça. C'est quoi du coup cette radiation? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les 3 plus grosses portes. Il y a environ 50 000 ans, c'était les 3 plus importantes portes dimensionnelles qu'il y avait sur Terre. Ça alimentait les bases carrées qu'on voit. C'est des bases d'anciennes pyramides qui étaient énormes. Donc il y avait où on voit actuellement le mont Busségui, il y avait une pyramide dont la base faisait 956 mètres sur 956 mètres. Il y avait la même en Irak et la même au Pérou. C'est ce qu'on appelle vulgairement les portes des étoiles. Ça apportait énormément de savoir-faire aux géants. Et les géants cultivaient l'amour. Et eux, ils exportaient l'amour à l'extérieur, dans d'autres dimensions. Donc comment ils font pour cultiver l'amour? Ils vivent tout simplement l'entraide. La majorité des races aujourd'hui se battent pour vivre. Et l'humain a tendance à être aussi débile que toutes ces races. Alors qu'il suffit de faire preuve de compassion, de solidarité et d'entraide pour vivre. Les géants transmettaient ceci. Ils passaient par des portes, ils allaient dans différentes dimensions, ils leur apprenaient à aider leurs prochains. Ils appelaient ça cultiver l'amour. Quand ils atteignaient leur but, les peuples commençaient de s'apprécier les uns les autres et à s'entraider. En retour, ils rapportaient des technologies qui leur manquaient. Avec ces technologies, ils ont pu percer 3 tunnels. Donc ces tunnels qui sont sous le mont Busségi. Alors un des tunnels mène en Égypte, sur la rive est du Nil. Un autre il va en Inde. Là on voit beaucoup de moines. Et celui qui partait en Inde, il avait 4 ramifications. Une qui était pas loin de Busaru, où étaient les géants. L'autre ramification va directement en Irak, l'endroit qui a été scanné par le ballon atmosphérique. Là. Et l'autre, elle va dans un désert, le nord de la Chine, peut-être le sud de la Russie. C'est par là.
On appelle ça la Mongolie. Le troisième tunnel, c'est le plus massif de tous. Encore aujourd'hui, il est tenu secret. Toutes les théories sont fausses. On parle de terre creuse, on parle de plein de choses. En réalité, ce tunnel, il est immense. Il va jusqu'au Pérou. Et donc de Roumanie à l'Irak et au Pérou, par ces tunnels, il pouvait faire circuler une énergie. Il pouvait cumuler l'énergie quand les portes avaient besoin de plus d'énergie. Si une porte n'était pas alimentée par la Lune, eh bien, sur les trois, comme elles sont disposées, il y en avait toujours une qui pouvait être alimentée par la Lune. Et on arrivait comme ça à alimenter chacune des trois portes. Qu'il fasse nuit ou pas, que la Lune soit présente ou pas, l'énergie circulait dans ces couloirs. Donc qui avait le droit d'emprunter ces couloirs à l'époque? Pour une raison de sécurité, c'était très hiérarchisé. C'était que des personnes qu'on appellerait divins aujourd'hui. Elles seules avaient les codes. Elles plaçaient leurs mains sur la porte. Ça encodait ou décodait la porte. Ça représentait 1/1000e de la population. Ces géants qui sont en Roumanie, on en a aussi en Irak, ça a été caché, et aussi dans la cordillère des Andes. Donc je demande maintenant au télépathe de me décrire la salle des projections. Elle peut donner plein de révélations. Donc quand il rentre dedans, il voit des cubes. Il les a déjà décrits dans la première enquête. Donc chaque cube a une histoire. Donc on va aller voir un des cubes qui parle du Pérou. Histoire péruvienne. Il y a énormément de choses. Il y a aussi un endroit qui parle de la guerre atlante. Quand les deux clans se sont séparés, il voit aussi plein d'images. Il y a un cube qui est consacré uniquement à Jésus. C'est le plus transparent de tous les cubes. En fait, c'est plein d'hologrammes. Donc la dernière fois, quand il touchait aux hologrammes, il n'avait pas accès à tout. Aujourd'hui, quand il pose sa main dessus, quand il traverse l'hologramme, le cube s'ouvre. Donc là, il a accès complet au cube. Donc je lui demande de me parler du regroupement de toutes les races, de toutes les ADN et ARN de ce qui a été regroupé là. Alors quand on rentre à l'intérieur, il y a des tables sur la gauche et sur la droite. Et quand il avance un peu plus, il y a une autre table devant lui, plus grande que toutes les autres. Donc, il sait que celle de gauche et de droite existe physiquement dans la 3D. Donc celle qui est droit devant lui, elle est là que sur un plan d'une autre dimension. Et quand il la touche sur le dessus, il voit plein de races extraterrestres qui ne sont pas représentées. Très bizarrement, elles sont toutes humanoïdes. Elles se tiennent sur 2 jambes. Il voit les Herthiens. Ils sont presque en haut de cette chaîne, si on peut appeler ça une chaîne. Et pourtant, il n'y a pas de domination. C'était les premiers. Donc ce que voit le télépathe n'est que en rapport avec Gaïa. Donc ce sont des races extraterrestres qui sont venues sur Gaïa. Qui ne sont pas nés sur Gaïa, tu veux dire?
Donc certaines sont nées sur Gaïa, d'autres non, mais il en existe des milliers d'autres et il n'a accès qu'à celles qui ont eu un rapport avec Gaïa. Donc pour rappel, la race zertienne est une race reptilienne, pacifique. Si on devait aujourd'hui donner un acte de propriété à la planète, il faudrait le donner aux Zertiens. Ils sont en réalité, si on peut les appeler des extraterrestres, les seuls qui ont pris soin de cette planète. Tous les autres, humanoïdes, ont maltraité Gaïa. Les Zertiens ont été confrontés aussi aux hyperboréens à une époque, et sans violence, il y a eu une adaptation entre les deux peuples. C'est pour ça qu'aujourd'hui les hyperboréens occupent Gaïa, et c'est aussi pour ça qu'ils en prennent un grand soin. Ils ont eu une éducation à ce sujet de la part des Zertiens. Il y a des races, ils ne voient que deux races reptiliennes, les Zertiens et ceux qui descendent de construction mécanique, les Anunnaki, qui n'ont rien à voir avec les Zertiens. Donc je lui demande qu'est-ce qu'il appelle les constructions mécaniques. Ce sont des assemblages de différents ADN extraterrestres venant de toutes parts. Ils ont fait pour créer ces reptiliens. C'est pour ça qu'ils sont si laids. Donc ils ont eu de combien de races différentes pour créer ces reptiliens? Une trentaine. Dont de l'ADN et de l'ARN zertien pour leur ressembler, pour leur nuire à l'époque. Il y a eu un très grand malaise sur toutes les humanités qui sont venues sur Terre. Tout ont fait l'amalgame. Ils ont confondu zertien et reptilien. Il se raconte une histoire qu'un jour un jeune en Amérique centrale s'est fait courser par un reptilien. Un jeune à la peau noire. En réalité, c'était un zertien en sortie. Et l'homme a réussi à voir que c'était plus une forme humanoïde, mais à la peau écaillée qu'un homme. Donc ce zertien voulait courser cet homme, pas pour lui faire du mal, mais pour le regarder droit dans les yeux et lui faire oublier ce qu'il a vu. L'homme a pris une peur immense. Il est vite monté dans sa voiture. Le zertien s'est agrippé à sa voiture. Quand les zertiens sont en colère, leurs ongles sortent comme des griffes. Il a réussi à déchirer la tôle du toit. Et ensuite, il s'est déséquilibré de la voiture. Donc l'homme a réussi à s'enfuir. Ouais, personne ne le croit. Ça, c'est l'avantage. Donc il a dû avoir la peur de sa vie.
Donc il y a tous ces mélanges de races. Les Hertiens ont une place plus que particulière au sein de la Terre et de Gaïa. Je demande alors à me parler de la bibliothèque de l'univers qui a un rapport avec la salle des projections. Il y a des personnes sur cette planète qui ont un ADN particulier. Si elles se placent dans cette salle des projections, elles se mettent pieds joints, elles lèvent la tête, elles écartent les bras et elles tournent tout doucement sur elles-mêmes. Elles vont recevoir une multitude d'infos sur tout ce qu'il se passe sur Gaïa et autour de Gaïa. Sur son histoire qui n'a ni début ni fin. Des milliards d'informations pénétreront cette personne. Elle sera en mesure de raconter tout ce qu'il s'est passé. Tous les 26 000 ans environ, il y a 7 personnes qui sont capables de faire ça. En fait, cette bibliothèque, elle est interminable. Il y a des réponses à tout. Absolument à tout. Donc le but, c'était de laisser un héritage aux futurs humains pour qu'ils comprennent leur histoire. L'histoire est normalement gravée dans la flore. Les arbres sont normalement la mémoire. Mais sur l'enclos appelé Terre, les arbres ont été massacrés. La mémoire est partie. Quand les géants étaient encore ici, ils ont vu que des forces inconnues ont commencé à massacrer déjà les forêts. Sans qu'ils puissent rien y faire, ils se levaient parfois les matins et des centaines d'arbres étaient abattus. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils ont compris qu'on était en train d'épuiser la mémoire. On était en train de rendre inaccessibles au futur les mémoires du passé. Ils ont donc commencé d'emmagasiner, ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde BUCJ a servi de stockage de mémoire. C'est un des lieux les plus importants sur Terre. Mais au final, les géants ont réussi à mettre plus d'informations au mont BUCJ. Sinon, il y en aurait sur tous les arbres de la Terre. Ils ont même, grâce au port dimensionnel, rapporté beaucoup plus d'informations qu'ils n'auraient un jour espéré avoir. Ce sont des cristaux qui servent de mémoire. Ce sont les cristaux qui créent les hologrammes, qui donnent ces informations. Ce sont les cristaux qui permettent ceci. Ces mêmes cristaux qu'utilisent les Hertiens. Un cristal qui fait 1 cm sur 1 cm environ peut donner des milliers d'hologrammes sur des millions d'années. Combien de races sont représentées dans ce lieu? Les races extraterrestres représentent plus de 800. Toutes ont un jour eu un rapport avec la Terre.
Certaines ont été créées sitôt détruites, d'autres ont été détruites, ont vécu sur Terre et ont disparu. D'autres sont venus, ont squatté, se sont fait chasser et sont parties d'elles-mêmes. Et la majorité d'entre elles sont venues pour piller les ressources. Donc je demande à partir de quand ça a commencé, à partir de quand ont commencé à venir ces races extraterrestres. Donc il dit qu'il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. C'est comme un cycle infini, un grand 8. On revient toujours sur les mêmes périodes. Donc il faut arrêter de parler de temps. Le temps, c'est qu'une distorsion au final. C'est très difficile à comprendre. Donc très bizarrement, le télépathe le comprend quand il est en transe, mais quand il n'est plus en transe, c'est difficile à expliquer, il est perdu. Il n'a pas l'intelligence de comprendre ça. On est limité en tant qu'humain pour le comprendre. Juste pour comprendre, il n'y a pas de début, pas de fin. Il n'y a jamais eu de commencement de Gaïa et il n'y aura jamais de fin. Jusqu'à aujourd'hui, les races qu'on a pu répertorier, c'est des races qui passent, qui repassent, qui reviendront, qui repartiront. Donc c'est un peu plus de 800, c'est tout ce qu'il faut retenir. Est-ce qu'on peut faire une frise chronologique sinon, avec les principaux, pour donner une idée des dates? Donc les dates qui vont être données sont comme si on les mettait sur une ligne imaginaire. Faire une frise, ça peut aider à comprendre, mais c'est pas une réalité. Dans une dimension parallèle, on a une autre époque qui se passe en même temps que la nôtre. C'est très difficile à expliquer. Imaginez qu'à l'instant où nous on parle, il y a la même époque qui se déroule ailleurs. Et à l'instant où il me parle, il y a des hyperboréens qui sont en train de vivre le massacre dont on a parlé un peu avant, dans une dimension un peu parallèle. Donc là, c'est pas une dimension de la première à la deuxième, mais bien d'une dimension parallèle. Comme des lieux de vie qui sont parallèles aux nôtres. Comme s'il n'y avait pas de temps. C'est pas explicable physiquement. Ce qu'on vit là, on pourrait presque dire qu'on l'a déjà vécu. Parce que des personnes qui sont dans ce que nous on appelle le futur sont en train de dire ce que nous on fait. Au mot près. Et ils n'arriveront pas à s'expliquer non plus pourquoi ils voient ce que nous on fait. C'est un peu compliqué à expliquer. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Donc il ne faudrait pas faire une frise. Il ne faudrait pas faire une frise, mais juste savoir que c'est une boucle sans fin. Et que tout se revit et à chaque seconde en fait. Quand le télépathe est en état de conscience modifié, il est indifféremment dans ce qu'on appelle le futur ou ce qu'on appelle le passé.
Il n'a aucun problème avec ça, parce que pour lui, il ne voit pas de temps. Alors je demande, est-ce que dans le futur, le mont Bucégy sera ouvert au monde? Est-ce que ce lieu va être enfin connu de tous? Une partie a été divulguée par radio, une autre partie par le gouvernement roumain. Celui-ci voulait absolument tout divulguer, jusqu'à ce que les Occidentaux ont fait une pression énorme sur le gouvernement. Donc ça n'a pas été diffusé. Aujourd'hui, on ne diffuse pas à cause de ça. Et ils ont comme excuse que l'humanité n'est pas prête à entendre. Donc ça remettrait en cause toute notre histoire. Comme les entrailles de Fatima, c'est exactement pareil. Plein de choses à divulguer. Si c'était divulgué, le monde serait autrement. Alors je demande, qu'est-ce qu'il y a dans les entrailles de Fatima? C'est pas une salle des projections, mais ils appellent ça la salle des lois universelles. Et on explique comment l'homme est soumis à ses propres peurs, aux entités. On explique aussi comment il se prive d'énergie qui lui est offerte par la source. Il n'est pas possible de divulguer ça d'un trait. Ça, c'est ce que disent les Occidentaux. Radu Sinamar n'a pas pu tout divulguer. Il a à peine divulgué à peine un quart de ce qu'il sait. Alors, dans le bouquin, lorsque Radu Sinamar il est allé à Shambhala, donc il y a un passage où il dit regardez quelque chose, mais ça dépasse l'entendement. Qu'a-t-il vu à ce moment-là? Donc, quand on est en Antarctique, tu as deux principales cités. Agartha, Shambhala. Quand tu vas à Shambhala, tu utilises il y a deux moyens pour y aller. Un moyen physique. Donc Shambhala se trouve déjà sur Gaïa. Elle n'est pas aux prises de la Kabbale. Pour y aller, il y a un passage souterrain, sous-marin. Seulement, on ne peut le prendre. Même avec un autre sous-marin, c'est tellement gardé que c'est impossible d'accès. Donc ce passage n'a pas été toujours sous l'eau. Suite au déluge, ça a été enseveli, quoi. Et quelqu'un qui arrive à passer ça dépasse l'entendement parce qu'on se trouve dans un monde où tout est parfait, tout est beau, tout n'est qu'amour, c'est Gaïa. On se retrouve au milieu de géants. Donc ceux qu'a vu l'amiral Byrd, c'est là où il s'est retrouvé.
On a tendance à appeler ça la terre creuse parce que très souvent, quand on sort, on voit des glaciers comme des grosses montagnes. Eh bien, on a cette impression d'entrer là-dedans. En réalité, c'est immense. Les glaciers, on est derrière, et dedans, c'est tout le reste, c'est Gaïa. Ça fait presque 100 fois notre planète, ce qu'on appelle notre planète. Il n'y a pas de violence. Tu ne ressens aucune hostilité, aucune jalousie, pas d'ego. Il communique principalement télépathiquement. Donc Radu fait partie de ces rares qui arrivent à voyager d'une autre manière que physiquement. Donc le télépathe dit que c'est ce qu'on appelle le paradis. Il y a dans Gaïa le cimetière des âmes. Et certaines de ces âmes, c'est comme si elles attendaient une place pour incorporer un corps, un animal, une plante qui vit sur Gaïa. Et combien de temps vivent les gens qui vivent là, dans ce lieu? En réalité, ils ne meurent pas. Ils ont plusieurs vies successives, ils vont jusqu'à 300-400 ans. Leur corps semble s'éteindre. Et au bout de quelques semaines, le corps a presque disparu et il commence de réapparaître sous forme d'un enfant. Sauf que cet enfant, il naît avec la connaissance de l'ancien corps. Il n'a pas tout à réapprendre, ne serait-ce que la maîtrise de son corps. C'est pour ça qu'ils sont quasi immortels. Et à chaque fois, ils sont de plus en plus sages, de plus en plus de connaissances. Il y a environ 100 milliards d'hyperboréens. Et ce chiffre ne bougera jamais. Ils vivent tous dans ce lieu, ou bien ils sont dispersés. Donc ils sont dispersés partout. Il faut savoir que ils vivent tout le temps dans la 3D. Cependant, tous les déplacements, tout ce qu'ils ont à faire se fait dans la 5D. Ils ont besoin de se nourrir aussi comme nous, puisqu'ils ont des corps. Et ces corps ont des propriétés physiques comme les nôtres. Donc ils vivent dans la 3D. Ils ne sont que végétariens. Aucun animal ne mange d'autres animaux, y compris des hyperboréens et les hertziens. Contrairement à la Terre, il y a des villes où sont indifféremment hertziens et hyperboréens, sans aucune animosité, sans aucune agressivité. Les échanges sont cordiaux. Nous arrivons à la fin de cette seconde partie de l'enquête. Bien évidemment, cela reste une base de recherche et non une vérité. Donc je vous invite à croiser les informations et prendre ce qui vous parle. À bientôt.